Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une chaîne de caractères qui est un objet immuable? Alors, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre directement à travers l'exemple. Si je prends par exemple une variable que je vais appeler var, qui va recevoir tout simplement azerty. Donc, je ne passe pas trop la tête. Si je lui demande de m'afficher name, var, ça va être azerty. L'un des avantages que nous avons avec, si vous voulez, les chaînes de caractères, c'est que je peux spécifier quelle est la position que je veux afficher. Par exemple, je peux lui dire, pour la variable var, afficher le caractère qui se trouve, disons, à la position 0. Il va m'afficher le premier. Si je lui dis var, par exemple, à la position 2, il va m'afficher le troisième caractère, qui est le E. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que j'ai la possibilité, dans azerty, de modifier uniquement le deuxième caractère? Ça veut dire, j'ai une variable qui s'appelle azerty. Moi, je vais lui dire, modifie-moi, par exemple, effectivement. Alors, on va faire le test. Donc, si je lui dis, par exemple, var de 2, reçoit le caractère Z. Là, il va me donner une erreur. Tout simplement, qu'est-ce qu'il vous dit? L'objet ne supporte pas l'assignement par item. C'est pour ça qu'on vous parle d'objet immuable. Objet immuable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un objet entier qu'on ne peut pas défragmenter. Parce que la fragmentation de l'objet me permettra, par exemple, de modifier une partie de l'objet et pas la totalité. Maintenant, on a toujours la possibilité, on l'avait vu, de concaténer les chaînes de caractères. Alors, je prends un exemple. Si je définis une chaîne de caractères, S1 reçoit par exemple alpha, S2 reçoit bravo. Alors, si je veux lui dire par exemple, affichez-moi le nom complet de la personne. Le nom complet, ça va être quoi? Donc, le nom complet, c'est tout simplement la concaténation des deux chaînes. C'est S1 plus S2. Donc, si je demande nom complet, je me fais une erreur d'écriture. Nom complet, il m'affiche alpha bravo. Maintenant, si je veux qu'il y ait un séparateur entre le nom et le prénom, comment vous allez procéder? Je veux qu'il y ait un espace entre le nom et le prénom. Comment je vais faire mon affectation? Donnez-moi la formule complète. Tout simplement, c'est qu'on va insérer un blanc entre les deux. Donc, si je le fais, ça va être tout simplement... Attendez. Alors, nom complet. Je vais mettre S1 plus un blanc plus S2. Et quand je demande nom complet, il va me donner alpha espace bravo. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple et de très intuitif comme utilisation. Maintenant, si je reviens vers... imaginons que je veux affecter à ma variable, qui s'appelle par exemple toujours alpha, je vais lui affecter une chaîne composée de 40A. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'amuser à écrire les 40A? Est-ce que je vais faire A reçoit A. Alors, effectivement, tel que l'a présenté votre camarade, donc il suffira de faire alpha reçoit A multiplié par 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 40 fois le A. Donc, si je lui demande de m'afficher alpha, vous allez remarquer qu'il va m'afficher les 40 A. Alors, cette fonctionnalité est très utile en sécurité, spécialement quand vous allez voir, bon, pour les gens qui vont faire master sécurité, vous allez voir qu'à des moments, on va effectuer un certain type d'attaques, notamment les attaques de type buffer overflow. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de saturer le buffer de la machine. Et là, vous allez trouver que le langage Python sera d'une très grande aide pour vous, pour remplir les buffers avec certains types de variables que vous avez définis au préalable. Et là, il ne s'agira pas de mettre 40A,
il s'agira de mettre 2000 A, 2500 A, voire des fois jusqu'à 15 000 A. Bon, là, je dis un A, mais ce n'est pas forcément un A que vous allez utiliser par la suite. Maintenant, on a toujours la possibilité de couper ou de casser une chaîne de caractères. Alors, vous avez vu tout à l'heure que je peux choisir d'afficher le premier caractère, le deuxième, le troisième ou le cinquième caractère. Maintenant, imaginons que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'afficher le premier, le deuxième, plutôt le premier, le troisième, le cinquième, le septième caractère. Donc là, j'ai une possibilité de procéder autrement. Donc, si je mets, par exemple, ma chaîne de caractères que je vais appeler alpha, qui va recevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Alors, si je fais, par exemple, alpha, disons 2, 2.7. À votre avis, qu'est-ce qui va s'afficher si j'exécute cette commande? Si je fais par exemple alpha, crochet 2, 2.7. Vous pouvez vous amuser à le faire chez vous pour voir à peu près ce que ça va afficher. Alors, votre camarade Ben Osman propose quelque chose. Les autres, s'il vous plaît. Alors, on va l'exécuter. Alors, ça m'affiche 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ça m'affiche le caractère à partir du caractère qui est à la position 2 jusqu'au caractère à la position 7. Donc, réellement, c'est quoi? C'est var start, donc la position de départ, jusqu'à end, donc jusqu'à la position finale. Maintenant, j'ai la possibilité de travailler autrement. Imaginons que je ne veux pas avoir une chaîne contiguë. Ça veut dire que je ne vais pas avoir les 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais je vais sauter certains caractères. Donc, je peux définir ce qu'on appelle le pas. Donc, step. Le pas, c'est quoi? Ça veut dire combien de caractères je veux sauter. On va faire un test. Donc, si je mets, par exemple, à partir de la position 1, disons jusqu'à la position 8, et que je veux un pas qui est égal à 2. À votre avis, qu'est-ce que ça va afficher dans ce cas de figure? Donc, du premier caractère jusqu'au 8e caractère avec un pas qui est égal à 2. Alors, pardon, je me suis trompé du nom de la variable. Je travaille avec alpha et non pas avec var. Alors, il m'affiche le 2. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le premier caractère. Ensuite, au lieu de m'afficher le 3, il va sauter un caractère parce que j'ai demandé un pas de 2, il va m'afficher le 4. Ensuite, il va m'afficher le 6. Ensuite, il va m'afficher le 8. Normalement, il est censé m'afficher le 9. Mais comme le 9 j'ai un pas de 2, donc s'il fait le saut du pas, il va atteindre le 0. Et le 0, il est en dehors de ma limite. Donc, il m'affichera mon 2, 4, 6, 8. Et là, vous voyez comment est-ce qu'on peut, tout simplement, à partir d'une chaîne de caractères simple, donc une variable, choisir les caractères de la variable que je veux afficher. Alors, on va faire un petit exercice. Alors, imaginez le cas de figure suivant. Je vous donne les matricules des étudiants. Alors, l'énoncé, il est très simple. Imaginons que je suis dans une entreprise. Dans cette entreprise, le matricule a la forme suivante. Il est composé de X caractères dont je vais définir le nom, de telle manière que... Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Les deux premiers caractères, c'est l'année de recrutement. Ensuite, j'ai deux caractères qui représentent, disons, le poste.
Ensuite, j'ai 4 caractères qui représentent le matricule. Et j'ai 2 caractères qui vont représenter tout simplement, bon alors qu'est-ce qu'on va dire? Le département. Allez. Et je vous demande tout simplement de m'afficher l'année de recrutement et le département des employés. Tout simplement. Je vous donne en entrée le matricule et je veux que vous m'affichez l'année de recrutement et le département des employés. Comment vous allez procéder? Alors, vous devez le faire en une ligne de commande. Non, là, si vous faites ça, vous allez faire 2 lignes de commande. Essayez de le faire en une ligne de commande. Alors, vous avez une petite erreur. Alors, Zakaria, déjà, vous avez une petite erreur. Et Riyad, vous avez aussi une petite erreur. Je préfère Riyad. C'est plus correct. Alors, je parlais à Ben Osman, c'est plus correct. Felier, il y a une petite erreur. Alors, effectivement, si on voulait faire ça, il aurait suffi de faire tout simplement math. Alors, ici, faites attention, c'est 0, 1. Pourquoi? Parce que c'est le caractère à la position 0 plus le premier caractère qui va représenter les 2 premières années de recrutement, plus maths. Là, ce n'est pas 9 et 10, parce que certes, nous avons 10 caractères, mais n'oubliez pas qu'on commence le comptage à partir du 0. Donc, c'est de la position 0 à la position 9. Donc, plus maths, 8, 9. Si vous faites 9, 10, vous allez avoir une erreur. Alors, faites attention. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez faire maths 0, 1 et maths 8, 9. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ben, si vous faites 0, 2, vous allez prendre les 3 premiers caractères. Faites attention. L'année, c'est 2 caractères. On va faire le test. Rappelez-vous sur alpha. Alors, si je fais alpha 0, 1, ah oui, qu'est-ce que je raconte? Alpha. Vous devez faire alpha 02, effectivement, pas alpha 01 pour afficher les 2 premiers. Parce que la position d'arrêt de départ, il la prend en considération. La position que vous donnez à la fin, c'est la position d'arrêt, donc il ne la prend pas en considération. Par contre, à la fin, si je prends en calcul 1, 2, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous allez faire alpha. Si vous faites 9, 10, il va prendre uniquement le 0. Donc là, vous êtes obligé de faire 8, pardon, 8, 10, pas 9, 10. Alors, toujours la position inférieure, c'est la position à laquelle il doit s'arrêter. Donc, même si vous avez un oversize, vous pouvez mettre le 10. J'avais oublié ce détail.
Effectivement, on ne prend pas le dernier en compte sur Python. Donc, ce que vous devez faire, c'est alpha 0,2 plus. Donc, si on résume, ça va être alpha. Plus. Alpha 8, 10. Et vous afficherez les deux premiers et les deux derniers. Alors, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser avec, si vous voulez, la méthode string. Nous avons notamment la méthode find. Alors, on va revenir vers notre variable qu'on va appeler alpha. Bien, on va l'appeler S1, qui va recevoir L3. Alors, si j'ai ma chaîne de caractères S1, pardon, S1, si je cherche une sous-chaîne de caractères, donc je vais utiliser tout simplement S1 find. Et je vais que je cherche. Par exemple, si je cherche la chaîne CQ, il va me retourner -1, qui signifie tout simplement que la sous-chaîne n'existe pas. Par contre, si je lui donne GTR, là, il va me retourner tout simplement que la sous-chaîne existe et il va me donner la position à partir de laquelle la sous-chaîne peut être récupérée. Ça veut dire qu'elle est à partir de la position 2. De la même manière, on peut utiliser une autre méthode qui est la méthode split. Alors, si j'utilise par exemple S1 split, là, il va me retourner toute la chaîne de caractères. Alors, est-ce que... Oui. Par contre, si je lui dis S1.split en définissant un caractère, par exemple le caractère 2, il va me retourner la chaîne de caractères sans le caractère que j'ai précisé. Est-ce que c'est clair pour la fonction split et la fonction find? Ok, parfait. Maintenant, nous avons une troisième fonction qui est la fonction replace. Alors, si j'utilise par exemple ma fonction S1.replace, alors je vais lui dire, on va remplacer par exemple GTR par ACAD. Attendez. Alors, vous remarquerez qu'il va faire mon affichage. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que la variable a été modifiée pour autant? Là, nous avons vu trois fonctions, la fonction split, la fonction find et la fonction replace. Est-ce que, à votre avis, les variables ont été modifiées pour autant? Effectivement, non. N'oubliez pas le principe de base. Les variables sont immuables. Ça veut dire que la variable ne peut pas être modifiée partiellement. On peut l'écraser, mais on ne peut pas la modifier partiellement quand il s'agit d'une chaîne de caractères. C'est pour cela, si je lui demande de m'afficher S1,
bien que je lui ai fait déjà un replace, je lui ai fait un split, etc. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la variable et il fait des traitements sur la variable. Donc si vous essayez d'analyser le code de ces instructions, vous allez trouver qu'il y a tout un algorithme derrière qui va parcourir lettre par lettre, récupérer les lettres, et il fait uniquement un affichage personnalisé de la requête que vous lui avez demandé. Mais la variable restera toujours la même. Donc si vous utilisez les fonctions, qu'elles soient replace ou bien... D'accord, je vais vous expliquer le split tout de suite. Donc, si vous utilisez les fonctions replace, find ou split, n'ayez en aucun cas à craindre que vos variables soient modifiées. Pourquoi? Parce que ces fonctions n'altèreront nullement plutôt les variables. Alors, la fonction split, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous retourne votre variable sans la valeur que vous avez donnée dans le split. Alors, si je refais mon split, donc à la place du 2, j'ai une petite latence au niveau de la machine. Vous allez voir qu'il va retourner la variable. Donc, il y avait le L3. Si vous voyez la variable, elle est là. Bon, la variable est haut déjà. Voilà, elle est là. Elle est là. Attendez. On va afficher la variable, comme ça vous allez mieux voir. S1. Alors, il y avait le L3. Donc, il le sépare. Il enlève le caractère du split, qui est le G, et il vous affiche la suite de votre variable. Donc, tout simplement, le split, ça veut dire le caractère que vous lui avez donné, il va le considérer comme un séparateur, qu'il va supprimer de votre variable, et il va vous afficher les deux côtés de la variable. Maintenant, si la variable se répète, tel que l'exemple du 2, donc c'est pour ça qu'il nous a affiché le L3 GTR à ce niveau-là. Ensuite, il y avait le 2. Donc, il nous affiche ce qu'il y a après le 2, c'est le 0. Comme il y a un autre 2, il coupe. Ensuite, il nous affiche ce qu'il y a après le 2, c'est un 1. Comme il y a un autre 2, il coupe. Ensuite, il nous affiche le 0. Mais après, c'est un autre 1. Donc, il y a le séparateur. Le séparateur, il n'y a plus rien. C'est la fin de chaîne. Alors, maintenant, on peut formater les chaînes de caractères. Alors, formater les chaînes de caractères veut dire quoi? Veut dire tout simplement essayer d'afficher des chaînes de caractères qui répondent à un certain format. Dans le sens, c'est comme vous faisiez avec le C ou avec n'importe quel langage, vous allez afficher une chaîne de caractères avec la valeur d'une variable. Par exemple, je peux dire donc le principe est simple. Pirater cette adresse IP. J'aimerais bien qu'il affiche aussi l'adresse, mais mon adresse, elle est tout simplement dans une variable. Donc, je lui donne la position de ma variable, par exemple, pourcentage S. Donc, le S, pour dire, c'est une chaîne de caractères. Ensuite, je lui donne la valeur. Donc, pourcentage IP. Bon, là, il y a une erreur, c'est tout à fait normal parce que je n'ai ni défini la variable ni autre chose. Donc, normalement, comment est-ce qu'on doit écrire la chose? Donc là, je vous ai donné uniquement la syntaxe. Donc, normalement, vous donnez, par exemple, votre variable. À titre d'exemple, IP reçoit 192.165, par exemple, 23.33. Ensuite, j'affecte une variable que je vais appeler S1. Il va recevoir pirater cette adresse IP. Ensuite, je mets mes deux points qui font partie de ma syntaxe. Pourcentage S. Je ferme ensuite, je rajoute tout simplement ma variable. Donc, je lui dis la variable, tu dois récupérer pourcentage IP.
Quand je lui demande d'afficher S1, qu'est-ce qu'il va faire? Pirater cette adresse IP et il prendra la valeur de la variable. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si vous avez déjà utilisé d'autres langages, donc normalement, vous avez déjà vu, vous avez déjà vu en quelque sorte cette syntaxe. Alors, comment vous allez mettre la variable IP? Dans le sens, vous allez écrire directement IP. Donc, vous voulez faire ça? Écrire la valeur de la variable ou mettre la variable? Attendez. Donc, vous voulez faire ça, pourcentage IP, comme ça. Oui, il y a plusieurs façons de faire. Ça, c'est une façon parmi d'autres. C'est le formatage d'une chaîne de caractères, tout simplement, oui. Donc, c'est une manière de faire les choses parmi d'autres. Maintenant, imaginons que j'ai besoin d'introduire deux variables. Alors, je prends un autre exemple. Alors, on va prendre une variable que j'appellerai domaine, égale usthb.dz. Pardon. Si je fais, par exemple, mon S1, qui va être égal, pirater, pourcentage, mon pourcentage S, ayant comme IP un deuxième pourcentage S. Donc là, l'ordre tout simplement des variables est important. Donc là, je dois mettre en premier le domaine, virgule, IP. IP, je l'ai écrit en minuscule, majuscule, majuscule. IP. Alors, où est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce que je fais comme erreur? Attendez. Alors, pourcentage. Tout simplement. Pourcentage. Ouais, j'ai oublié les pourcentages, tout simplement. Non, non, toujours. Attendez que je vérifie. Non, la position du pourcentage. Ouais, voilà, tout simplement. Parce que je confonds entre la version 3 et la version 2. Alors, tout simplement, pirater usthb.dz ayant comme IP et vous donner l'adresse IP. Ce n'est pas une incitation pour pirater l'USTHB, que les choses soient claires. Bien que c'est quelque chose qui est très facile à faire. Alors, il y a une autre façon de faire les choses. Donc, maintenant, le formatage de chaîne de caractères, vous avez plusieurs manières de faire les choses. Généralement, c'est quelque chose qu'on utilise, surtout quand on veut afficher des messages d'erreur. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes en train d'établir une connexion avec une machine distante ou bien en train de scanner des ports pour savoir quels sont les ports ouverts et les ports fermés. Je pense que c'est quelque chose qu'on fera dans 15 jours. Normalement, on aura le temps d'ici là. Dans ce cas-là, vous allez envoyer des requêtes vers le port pour voir s'il est ouvert ou fermé. Si le port est fermé, vous allez récupérer un type de variable. Si le port est ouvert, vous allez récupérer un autre type de variable, une autre valeur de la variable. Et en même temps, vous avez besoin de récupérer le numéro du port. Et là, c'est à vous d'afficher un message pour dire le port numéro, vous mettrez la variable, l'intitulé de la variable est soit ouvert, soit fermé en fonction de l'état de la variable. Donc là, vous allez avoir une instruction conditionnelle. If la variable égale à temps,
donc vous allez afficher ouvert. If la variable égale à temps, donc vous allez afficher fermé. Et là, c'est un exemple d'utilisation pratique de ce type de formatage. Parce que vous ne pouvez pas afficher manuellement les résultats des variables parce que vous ne les connaissez pas au préalable. C'est, si vous voulez, un traitement que vous allez faire qui va tout simplement vous restituer l'état de vos variables. Alors, de la même manière que nous avons vu les chaînes de caractères, nous avons les nombres qui peuvent être représentés. Donc, les opérateurs, c'est le plus, le moins, l'étoile, le slash pour la division. La puissance, donc si on prend x égale à 2, y égale à 3, donc la puissance, c'est x étoile étoile y. 2 à la puissance 3, vous avez les symboles inférieur, supérieur, égal, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Donc l'égalité, c'est les deux fois égal. Vous avez des opérateurs au niveau des bits, donc c'est le pipe, le chapeau, le et commercial. Et vous avez les opérateurs logiques qui sont le AND, le OR et le NOT. Donc ça, on ne va pas perdre du temps à essayer de les voir en détail parce que bon, c'est de simples opérateurs. Je pense que vous connaissez déjà les opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques, je pense que vous les avez déjà vus dans d'autres modules. Donc on les découvrira au fur et à mesure qu'on avancera dans le TP pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, maintenant, il y a une autre structure de données tout aussi intéressante à connaître. C'est ce qu'on appelle les listes. Alors, est-ce que vous avez eu déjà à voir la notion de liste en algorithmique en première année? Alors, en première année, vous avez fait normalement de l'algorithmique. Est-ce que vous avez vu la notion de liste ou non? Alors, je ne parle pas des listes chaînées avec les pointeurs, je parle d'une liste de données. D'accord. Alors, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, il faut savoir que dans Python, une liste, c'est quoi? C'est tout simplement une collection d'objets, donc un ensemble d'objets qui peuvent être hétérogènes. Par exemple, je peux définir une liste que j'appellerai ma liste, qui va recevoir tout simplement 1,2,3,4,5. Quand je vais lui dire ma liste, j'écris ma liste, bon, c'est pas méchant. List. Il va m'afficher les composants de la liste. Comme on avait dit tout à l'heure qu'elle est hétérogène, on a la possibilité de dire tout simplement ma liste qui reçoit 1,2, alpha, virgule, je sais pas moi, 2,5, 3, plutôt, etc. Et si je lui dis ma liste, il n'aura aucun problème à l'afficher. Donc, les composants d'une liste ne doivent pas forcément être du même type. Non, ce n'est pas un vecteur, c'est une liste tout simplement. Maintenant, une liste peut être aussi composée d'une liste, dans le sens où je peux avoir ma liste qui est égale à 1, 2, 4, 5. Je sais pas. Alpha. Et je ferme ma liste. Si je lui dis liste, pardon, ma liste, pas liste. Ouais. Ma liste, il va m'afficher de quoi est composée ma liste. 1, 2, 3, 4, 5, alpha, etc. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire sur une liste? Je peux lui demander déjà quelle est la longueur de ma liste. Length, entre parenthèses, ma liste. Là, il me dit qu'elle a une longueur de 4. Pourquoi est-ce qu'elle a une longueur de 4? Tout simplement parce qu'elle est composée de 4 items. Lui, il ne cherche pas à savoir de quoi est composée
l'item. Par contre, si je lui dis length of ma liste de 1 à titre d'exemple, alors, là, il me retourne un message d'erreur. Pourquoi? Parce que ma liste 1, c'est tout simplement l'objet. Une seconde. L'objet qui a le numéro 2. Mais si je lui demande de me faire length alors, de ma liste de... Là, il va me retourner 3. Pourquoi? Tout simplement parce que le composant numéro 2 est une liste. Et length permet tout simplement de mesurer la taille de la liste. Maintenant, on peut s'amuser à le faire pour l'objet 3, qui est une chaîne de caractères. Et là, il va me retourner 5. Donc, il appliquera la fonction en fonction du type de l'objet. Un entier, on ne peut pas mesurer sa taille, mais une liste ou une chaîne de caractères, on peut le faire. Donc, quand vous appliquerez, si vous voulez, ces fonctions sur un objet liste, il faut vraiment faire très attention sur le type d'éléments qui composent la liste, si votre liste elle est hétérogène. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur les listes? On peut faire de la concaténation. Ça veut dire je peux prendre une première liste, lui rajouter la deuxième liste. Je peux faire un append. Par exemple, je vais faire... Alors, ma liste dot append. Donc là, il va vous signaler une erreur, tout simplement. Alors, take exactly one argument. On n'a pas mis l'argument. Alors, si je lui donne comme argument 1 et que je lui demande de faire ma liste, il a rajouté l'élément 1 en fin de liste. Si je lui fais ma liste dot reverse, et je lui demande d'afficher la liste, vous avez tout simplement votre liste qui a été inversée. Si vous faites un pop, alors c'est l'inverse de putsch, donc vous comprendrez automatiquement que vous allez extraire tout simplement un élément de votre liste. Donc là, il vous donne les premiers éléments de la liste. Si vous lui faites un insert, donc ma list.insert, donc là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez lui donner l'index, donc la position à laquelle vous voulez insérer l'objet. Par exemple, je veux l'insérer à la position 1. Et je lui donne l'objet que je veux insérer, par exemple, la chaîne de caractères insert. Donc, si je demande à afficher ma liste, vous avez remarqué qu'à la position 1, on a inséré tout simplement l'objet liste. De la même manière, je peux supprimer des objets de la liste. Donc, je peux faire delete dot ma liste. Et de la même manière, je lui donne l'index. Par exemple, je vais supprimer le 1 qui se trouve à la première position. Alors, pardon. Voilà. Donc, automatiquement, si j'affiche ma liste, vous voyez que le 1 a tout simplement disparu. Est-ce qu'on peut faire des modifs sur le troisième élément? Oui, tout simplement, vous pouvez faire un modif sur le troisième élément en remplaçant l'élément. Alors, pour faire la modif, tout simplement, je prends par exemple ma liste.
l'élément qui est à la position 1, qui reçoit 333. Donc, quand je fais ma liste, vous remarquerez que le alpha s'est transformé en 333. Donc, il faut savoir que la liste n'est pas un élément immuable, comme c'est le cas pour la chaîne de caractères. Donc, ce qui vous permettra de faire toutes les modifications que vous voulez sur n'importe quel élément de la liste, d'empiler des éléments, de les retirer dans l'ordre que vous voulez, d'inverser le contenu, etc. Alors, comme je viens de vous dire, la liste n'est pas quelque chose d'immuable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux modifier ses contenus, je peux changer, etc. En contrepartie, nous avons une autre structure de données qu'on appelle les tuples. Alors, un tuple, c'est quoi? C'est tout simplement une structure de données qui est tout à fait similaire à la liste. La seule différence, c'est qu'elle est immuable. Immuable, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas changer son contenu. Donc, on peut convertir une liste vers un tuple, tout comme on peut convertir un tuple vers une liste. Alors, pour convertir une liste vers un tuple, il suffit d'écrire tuple et la liste. Le nom de votre liste, par exemple, ma liste. Donc, en faisant ça, je viens de convertir ma liste en tuple. Et là, on ne peut plus changer son contenu. Alors, on a aussi une autre structure de données, ce qu'on appelle set. Alors, set, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble. Alors, c'est tout simplement une collection d'objets non ordonnés. La seule différence qui existe, c'est qu'elle contiendra que des objets uniques. Donc, comme les ensembles que vous avez vus en maths, les ensembles algébriques. Donc, on ne peut pas, par exemple, avoir 2, 1 dans le même set. Donc, on peut toujours convertir une liste vers un ensemble et un ensemble vers une liste. Alors, je vais reconvertir d'abord, alors, ma liste. Okay. Maintenant, pour ma liste, pour faire le test, on va rajouter un élément dans notre liste. Alors, pour rajouter un élément, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que c'est un append. Donc, je fais ma liste. Pour rajouter un élément qui existe déjà, donc je rajoute le 2. J'ai ma liste qui est là. Et vous remarquerez que le 2 se répète. Donc, on va essayer de créer un ensemble. Donc, je vais dire B reçoit 7 de ma liste. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? Attendez. Est-ce que je me suis pas trompé? Alors, qu'est-ce que... Un Archibald type list. Bon, non. Je pense oui. C'est le fait que ce soit une liste imbriquée. Alors, on va faire une autre liste. Ma liste égale 2, 3, 4, 5, 2. Alors, ma liste, ok. B reçoit 7. B. Ma liste. Ok, c'est bon. Donc, quand j'affiche le B, vous remarquerez que c'est un ensemble dans lequel tous les éléments sont devenus uniques.
Donc, il évite la répétition des éléments. Maintenant, les opérations que vous pouvez faire sur les ensembles, c'est l'union. Alors, si je déclare, par exemple, on va mettre, par exemple, alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme, je vais faire ma liste égale, tout simplement, 33,35,4,3. Je fais mon C qui est égal de liste. Alors, si je vais faire l'union, par exemple, entre C union B, là, vous allez avoir la somme des deux ensembles. Vous pouvez faire l'intersection des deux ensembles, donc C et B. Donc, les éléments communs. Vous pouvez avoir la différence entre les deux ensembles, donc ça va être C moins B, etc. Donc, c'est toutes les opérations algébriques que vous pouvez faire sur les ensembles que vous allez pouvoir faire à ce niveau-là. Donc, notamment les compléments, etc. Pour créer un ensemble, vous n'êtes pas obligé de passer par une liste. Vous auriez pu faire, par exemple, 7A, pardon, A, reçoit 7, et vous définissez votre ensemble 1,2, 3, etc. Là, quand vous demandez le 7, 1. Le 7A, il vous affiche directement l'ensemble A. Donc, la création de l'ensemble peut se faire directement sans passer par la liste. Non, justement, non. L'ensemble, c'est tout simplement une collection non ordonnée d'objets. La seule propriété de l'ensemble, c'est l'unicité. Mais sinon, vous ne pouvez pas ordonner les éléments. Non, vous pouvez faire l'intersection, vous pouvez faire l'union, vous pouvez faire la différence entre deux ensembles. Donc, toutes ces opérations, vous pouvez les fermer. Maintenant, si vous voulez ordonner, alors prenons un exemple très simple. Supposons que vous avez plusieurs ensembles, vous avez fait l'intersection, ensuite vous voulez ordonner les éléments. Il suffit tout simplement de convertir votre ensemble vers une liste, et là, vous allez pouvoir faire toutes les opérations sur votre liste, qui sera composée tout simplement des éléments de l'ensemble. Pour convertir un ensemble vers une liste, vous déclarez le nom de la liste, par exemple, ma liste égale liste, entre parenthèses, le nom de votre ensemble. Voilà. Alors, la dernière structure de données qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les dictionnaires. Alors, les dictionnaires, c'est quoi? C'est tout simplement des paires de clés et de valeurs qui ne sont pas ordonnées. Donc, c'est des objets immuables. Là, il faut savoir que les clés vont être des objets immuables, pardon, mais les valeurs peuvent changer. Alors, on va prendre comme exemple, je peux déclarer par exemple un dictionnaire qui est vide. Alors, pardon. Je peux avoir un dictionnaire qui est composé, comment dirais-je, de plusieurs éléments. Par exemple. Non. Regarde.
Alors, ouais, effectivement. C'est normalement 2 points, mais c'est égal. Pardon? C'est normalement C'est une c'est 2 points. C'est égal. Alors, c'est une affectation à ce niveau-là. Alors, si on utilise les parenthèses, c'est l'égal. Si on utilise les crochets, c'est les 2 points. Tout dépend de ce que vous utilisez comme... Alors, si... Attendez. Attendez, que je vérifie ça. Parce que tout dépend. À vrai dire, ça peut fonctionner. Alors, toujours, il me déclare le syntaxe. Ah oui, j'ai oublié le crochet de fin. Alors, vous avez cette syntaxe. Et vous avez aussi la syntaxe où vous pouvez utiliser l'égal, mais à condition de... Alors, bon, je vous donnerai la deuxième syntaxe tout à l'heure, parce qu'on peut utiliser soit le égal si on utilise les parenthèses, ou bien on peut utiliser, si vous voulez, les crochets, mais en utilisant les 2 points. Mais pour utiliser les parenthèses, il faut faire une initialisation au préalable. Alors, l'avantage d'utiliser les dictionnaires, c'est qu'on peut faire des recherches par rapport à une clé. Est-ce que, par exemple, le dictionnaire a la clé pour tel ou tel mot? Donc, c'est exactement, si vous voulez, l'utilisation qu'on fait d'un, comment dirais-je, d'un dictionnaire. Alors, par exemple, si je fais un test à ce niveau-là, je peux faire dict.has underscore key. Je ne suis pas en train d'écrire. Oui. Est-ce qu'une clé correspond à tel caractère? Si j'utilise par exemple testeur, et là, il m'affiche false. Alors, pourquoi est-ce qu'il me dit false? Monsieur testeur, c'est la valeur. La clé, c'est non. Oui, c'est le nom, effectivement. Maintenant, si je mets non, il me donne le true, tout simplement. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire comme opération, c'est essayer de trouver des items, essayer d'obtenir des clés, essayer d'obtenir une liste de valeurs, essayer d'obtenir des articles en particulier. Par exemple, si je lui dis dictionary dot get, je lui donne la clé, par exemple, non. Une seconde. Il va me retourner testeur. Si je lui donne une clé qui n'existe pas, il va tout simplement me dire qu'il n'y a rien en retournant aucune valeur. Maintenant, on peut obtenir la liste des valeurs, tout simplement en faisant un get value.
Et là, vous avez toutes les valeurs qu'il y a au niveau de votre liste. Vous pouvez réinitialiser la liste en supprimant tous les articles en faisant un dot clear, ou bien tout simplement un del dictionary, vous donnez la valeur tout simplement. Donc tout ça, c'est des opérations que vous allez pouvoir faire sur les dictionnaires. Alors, avant de passer vers des exercices ou autres, on va voir rapidement les instructions conditionnelles. Alors, au niveau de Python, il faut savoir que les instructions conditionnelles existent. Seulement, lorsque vous faites vos instructions conditionnelles, il faut respecter vraiment la positionnement, si vous voulez, des caractères. Alors, on va ouvrir un fichier. Alors, vim test.py, par exemple. Alors, l'instruction conditionnelle, c'est, alors, on va commencer, je vais déclarer une variable, elle reçoit 10, par exemple. Alors, le principe est simple. J'utilise le if, dès que vous avez l'habitude de l'utiliser. Vous mettez votre condition, par exemple, L inférieure à 11. Ensuite, vous mettez vos deux points et vous donnez la condition que vous voulez exécuter. Par exemple, print L. Et là, il va vous imprimer la valeur. Par contre, ce que vous devez faire, si besoin maintenant que j'ai un else, alors c'est tout simplement else if. Bon, là, il ne va pas rentrer dans le else if. Par contre, il me fait une erreur. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il déclare l'erreur? Effectivement. Le else, alors, ce qui diffère dans la syntaxe de Python par rapport à la syntaxe du C, c'est qu'après le else if, on doit toujours mettre une condition. Ah, pardon. Alors, comment vous allez traiter votre else? Supposons que, dans mon cas, je ne veux pas rajouter une deuxième condition. Tout ce qui m'intéresse, c'est de faire if L, par exemple, à ce niveau-là. Si L est inférieur à 1, print L, et je veux qu'il y ait un else. Alors, le else, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire tout simplement else, deux points, et vous allez faire print. Et vous allez mettre print quelque chose, par exemple, it is. Alors, dites-moi, c'est quoi le problème qu'il va y avoir à ce niveau-là?
Il faut savoir autre chose. C'est qu'au niveau de l'imbrication des conditions, imaginons que je vais faire. Alors, attendez. On va, par exemple, L égale à 10, A égale à 4. Alors, if L inférieur à 11, on va lui dire C égale L plus A. Attendez. Ensuite, je veux qu'il y ait un autre if imbriqué dans celui-là. Ça veut dire qu'il fait partie de la conclusion. Donc, si je mets mon if, par exemple, c'est inférieur à 20. Est-ce que ça va fonctionner ou bien ça va générer une erreur dans ce cas de figure? Alors, pourquoi ça va être une erreur? Tout simplement parce qu'il faut savoir que pour le Python, quand vous allez faire une imbrication, ce n'est pas comme au niveau du C. Vous n'avez pas besoin de rajouter des parenthèses ou des accolades. Tout simplement, il va falloir, quand vous faites ça, faire un décalage, une tabulation, pour qu'il comprenne tout simplement que votre deuxième condition fait partie du if. Et là, vous allez mettre, par exemple, print state, tout simplement. Et là, tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez rajouter votre else, ou bien vous pouvez aller à un niveau supérieur. Maintenant, si vous voulez faire le if du premier else, il suffit tout simplement de revenir en arrière. Et vous allez faire else, par exemple, print else du premier, pardon. Else du premier if. Alors toujours le problème d'indentation. Effectivement, il n'est pas dans le... Voilà. Tout simplement. Alors, toujours pas dans le premier. Non, non, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur, il n'y a pas de problème pour ça. Attendez. Bon. On va quitter cet éditeur pour le moment. On va le faire ailleurs, tout simplement. Alors, si je fais A, on reçoit
5. P reçoit 6. Mon if. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Supérieur. 5. Print. Utilise. If. Tout simplement else. Alors, else. Monsieur, les deux points mort le else, non? Oui, j'ai oublié les 2 points, effectivement. Ce qui est, donc, ce qui n'est pas intéressant dans ce mode, c'est qu'il faut tout réécrire. Monsieur, vous pouvez faire copier-coller. Le calendrier CTRL V, يمشي le coller. Je sais. Alors. Ah oui, bon. J'ai mis une double cote avec une simple cote. Bref, vous avez compris le principe. Bon, c'est le plus important. Alors, il y a une autre instruction qui permet d'utiliser les boucles, c'est l'instruction while. Alors, le while, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est tout simplement, vous mettez votre while, condition. Donc, condition is true, do, 2 points, le do, et vous donnez vos instructions. Par exemple, A reçoit 10, while A supérieur à 5, 2 points, A moins. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, bon, l'indentation, il aurait fallu avancer. Une seconde. While A supérieur à 5, 2. Moi. Tiens, toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Une seconde. Okay.
Bon, j'avais pas fait de print, donc vous verrez pas l'exécution. Il fallait rajouter uniquement la tabulation pour l'indention. Alors, s'il vous plaît, pour la prochaine fois, ce que vous allez essayer de faire, essayez de faire tout simplement un while en utilisant des if. Tout simplement modéliser le if et le while, pardon. Donc,